Nous recommandons aussi une assistance ventriculaire temporaire pour des patients avec une insuffisance cardiaque fulminante, afin d'avoir l'occasion de faire une évaluation pour trouver des options à long terme. Donc, des fois, on se fait référer des gens qui ont fait, mettons, un arrêt cardiaque, des gens avec qui on ne peut pas communiquer parce qu'ils sont intubés, sont sur des ballons intra-aortiques, sont sur des inotropes. Avec la sédation, on n'a pas moyen de communiquer avec eux. Ce sont des patients de, mettons, un homme de 50 ans qui a fait un infarctus, et puis là, on ne peut pas faire d'évaluation. Est-ce que c'est un patient qui est un bon candidat pour une greffe cardiaque? Donc, il y a moyen de mettre une assistance ventriculaire temporaire. On a certaines assistances ventriculaires percutanées maintenant qu'on peut utiliser, telles que l'Impala. Une assistance temporaire qui va nous donner une semaine à 10 à 12 jours pour évaluer le patient, par après prendre une décision, est-ce que ce patient-là est un candidat à la transplantation? Ou des fois, on est chanceux, le patient récupère. Et si le patient ne récupère pas et ce n'est pas un candidat pour une transplantation, à ce moment-là, il faut parler d'autres choses, et des fois, ça peut être de laisser malheureusement d'aller vers les soins palliatifs pour le patient. Pour ce qui est des patients qui ne sont pas des candidats à une transplantation cardiaque, ce qu'on appelle un traitement définitif, aux États-Unis, ils appellent ça le destination therapy, les recommandations sont faibles présentement au Québec et au Canada, plutôt à cause de notre système de santé et les coûts de ces assistances-là. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est une population qui continue à augmenter parce que les gens qui ont une assurance, même un homme de 80 ou une femme de 80 ans qui a une bonne assurance, qui est mourant de son cœur, qui n'a pas de comorbidité, peut obtenir un cœur mécanique sans qu'on pense ou sans qu'on parle d'une greffe cardiaque. Il y a Dick Cheney, l'ancien vice-président des États-Unis, vous avez sûrement vu qu'il y a une assistance ventriculaire gauche. On ne parle pas de le greffer, c'est un homme de 75 ans à peu près présentement. Alors, il y a une assistance en traitement définitif. Il va avoir son cœur mécanique jusqu'à temps qu'il meure avec son cœur mécanique. Il n'y a pas d'intention de faire une greffe cardiaque. Malheureusement, les coûts des cœurs mécaniques sont très élevés, et puis c'est une population qui peut être assez... On peut atteindre une très grande population avec ceci, puis on n'est pas encore prête pour ça, malheureusement. Pour une autre recommandation, des patients avec assistance cardiaque ou des cœurs mécaniques qui sont très stables et qui ont leur cœur mécanique pour au moins un mois peuvent conduire un véhicule personnel, non commercial, un véhicule privé, donc conduire la voiture. Ce sont des recommandations faibles, mais on en voit de plus en plus qu'ils le font. Et cette recommandation accorde une grande valeur à la variété potentielle des préférences du patient. C'est sûr que pour un patient d'être capable de conduire son véhicule, c'est très important, et on en voit de plus en plus maintenant avec des assistances ventriculaires qui conduisent des véhicules. Alors, qui sont les candidats à ces assistances ventriculaires? Bon, j'en ai parlé un petit peu. On cherche surtout des patients qui sont des candidats à une greffe cardiaque dans le futur. Donc, l'assistance cardiaque ventriculaire, c'est pour se rendre à une greffe cardiaque. Donc, les patients ciblés sont vraiment les patients avec une fraction d'éjection diminuée. Ce sont, par exemple, une consommation, un VO2 max de moins de 14 ml par kilogramme par minute. Des patients aussi qui ont une dysfonction progressive d'organes cibles, tels que les reins, tels que le foie, alors dû à une perfusion réduite et pas dû à des pressions de remplissage inadéquates. Des patients hospitalisés fréquemment pour l'insuffisance cardiaque, plus de 3 hospitalisations par année. Et les patients chez qui on ne peut plus traiter avec nos médicaments là, de standard, les IOCA et les bêta-bloquants, parce qu'ils sont très hypotendus d'une façon symptomatique, et on voit quand même une détérioration des autres organes. Et finalement, des patients qui sont dépendants de supports inotropes. Donc, ce sont plutôt les patients qu'on considère pour une assistance ventriculaire. C'est sûr que ces patients-là doivent être orientés à un centre. On représente ici les 3 centres au Québec qui mettent des assistances ventriculaires, le centre McGill, Laval et l'Université de Montréal. Alors, ces 3 centres-là, présentement, mettent des assistances ventriculaires et on a tous des équipes là, multidisciplinaires qui sont identifiées pour vraiment évaluer les patients qui sont adéquats pour ceci. Encore, les coûts présentement ne sont pas encore couverts par notre système de santé, le coût du cœur mécanique, mais ceci est en évolution, et puis on nous dit que bientôt ça va être couvert, très bientôt on espère.
Alors, décrire un petit peu, est-ce que c'est urgent ou de quelle façon on regarde quand on évalue nos patients. Il y a des bonnes données qui viennent surtout des États-Unis, du profil des patients Intermax. Alors, on décrit le genre de patient, c'est un peu petit, là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des gens qui sont en choc cardionique critique et des fois, l'évaluation pour une assistance ventriculaire doit être faite vraiment immédiatement. Il faut qu'on prenne une décision dans les prochaines heures. Des fois, on entend, des fois, le docteur Lepage nous appelle dire, là, il faut que je transfère une patiente tout de suite parce qu'elle va mourir dans les prochaines heures. Il faut prendre des décisions assez rapides. Il y a des gens qui sont en déclin progressif, donc une fonction dysfonction des organes, qui sont sur un soutien inotrope continu, qu'on ne peut pas enlever les inotropes. Là, des fois, on a des heures à des jours pour évaluer le patient. Des patients stables, mais encore, là, dépendant des inotropes, la fonction d'organe est encore raisonnable, mais on voit qu'il y a un manque de soutien, que le patient commence à détériorer ses organes. Ça, ce sont les patients là, pas mal plus urgents qu'on parle d'évaluer dans les prochaines heures ou dans les jours qui viennent assez rapidement. Il y a d'autres patients comme profil 4 qui ont des symptômes persistants. On est capable de stabiliser un état de volume presque normal, mais vraiment, ils ont des symptômes de congestion là, vraiment au repos ou avec très, très, très peu d'efforts. On est obligé d'ajuster les doses de diurétiques très souvent. Là. Ce sont des gens qu'il faut commencer à considérer pour des assistances ventriculaires. Finalement, le profil 5 et 6 et 7, ce sont des gens un petit peu moins malades avec l'intolérance à l'effort. Il y a des gens qui sont vraiment plus capables de rien faire, des gens qui étaient actifs, des gens qui sont jeunes, qui étaient habitués de faire beaucoup d'exercices maintenant, là, qui sont vraiment alités et puis qui trouvent ça très, très difficile de vivre, ils n'ont plus de qualité de vie. Encore des gens avec effort limité, le profil 5 et 6. Le profil 7, ce sont des gens avec classe 3 avancée. Ce ne sont pas des gens qu'on considère encore pour un cœur mécanique, mais qui sont quand même des gens qui vont peut-être dans le futur en avoir de besoin. Donc, le premier profil, ce sont des gens qui ont besoin d'un traitement immédiatement dans les prochaines heures. Et puis les autres, ça, ce sont des jours à des semaines et des semaines à des mois. Ça, c'est l'urgence est variable. Ça va dépendre dans les prochaines semaines comment le patient va aller. Et finalement, les classes 3, classes fonctionnelles classe 3, ce ne sont pas des gens qu'on considère, mais c'est sûr que nous, quand on a des patients qui s'en vont dans cette direction-là, on prend toujours une décision avant qu'ils deviennent trop malades. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va considérer pour un cœur mécanique? Quelqu'un de classe 3, il faut regarder quelle sorte de support social ils ont, si c'est des gens qui sont capables là, de tolérer de vivre avec des batteries tout le temps. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors, même quelqu'un en classe 3, mettons un homme de 55 ans, la classe 3, on va essayer de déterminer si le patient se détériore dans le futur, est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là ou non. Et on prend des décisions, même avant que ça soit essentiel de prendre la décision, juste pour savoir où est-ce qu'on va s'orienter quand le patient va se détériorer. Alors, les assistances ventriculaires, ça, c'est qu'on utilise à ces jours-ci, ça, ce sont des assistances ventriculaires à long terme. Ça, c'est le HeartMate XVI, qui est le HeartMate première génération. On ne se sert plus du tout de ça, mais je vous le montre. C'est le HeartMate qu'on utilisait dans l'étude Rematch que je vous ai montré. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. La vie de ce cœur mécanique-là est à peu près de 12 à 18 mois. Donc, ce n'était pas un cœur mécanique qui durait longtemps. C'était un cœur mécanique, ce qu'on appelle à flux pulsatile. Donc, le patient a un bon pouls et une bonne tension artérielle parce que le battement est synchronisé avec le feeling. Là. Chaque fois que le cœur mécanique se remplit, il se vide. Alors, ça, c'est ça, la première génération. On avait des problèmes de valves, des problèmes dans les canules. C'était pas facile à utiliser ce cœur mécanique-là. Maintenant, on utilise tous le HeartMate 2, qui est la deuxième génération par la même compagnie. Alors, ça, c'est une assistance à flot continu. Donc, vous voyez ici le cœur à l'apex, il y a une canule qui sort de l'apex. Le sang rentre ici dans ce qu'on appelle un genre de turbine, là, de rotor. Il y a un moteur ici qui fait tourner le sang. Et puis, ça sort, le sang sort dans l'aorte. Et tout ça est interne. Donc, c'est une turbine qui a des révolutions, à peu près 8600 révolutions par minute. Ça tourne très, très rapidement. Et c'est un flot continu, donc il n'y a pas de pulsation. Le patient, souvent, la plupart des patients n'ont pas de pulsation. S'il y en a, c'est peut-être 1 sur 2, 1 sur 3 quand la valve aortique va s'ouvrir. Mais il y a beaucoup de patients qui n'ont vraiment pas de pouls ou pas de tension artérielle. C'est un flot continu, donc ils ont une tension artérielle moyenne. Si on met un cathéter dans une ligne
une ligne artérielle, on va voir une tension artérielle moyenne, avec une petite légère pulsation. Alors ça, c'est la turbine là, qui est ici. Ça, c'est tout à l'intérieur du corps. Et il y a un petit fil ici électrique là, qui sort du corps. Ça, c'est externe. Ça, c'est le petit ordinateur qui fait tourner là, la pompe. Et puis, le patient porte des batteries. Okay, qui va souvent mettre des batteries. Il y en a qui mettent des batteries dans leur poche ou qui mettent leur batterie sur leur ceinture. Mais c'est un cœur mécanique qui est très, très portatif. Et puis moi, je peux vous dire que la plupart des patients qui ont ça, qui viennent à la clinique, là, une journée où est-ce qu'on fait une clinique de défaillance cardiaque, puis portent un gros chandail ou une chemise, les autres patients ne réalisent même pas qu'ils ont des cœurs mécaniques parce que c'est complètement silencieux. Les anciens cœurs mécaniques faisaient du bruit. Avec chaque battement de cœur, on entendait un bruit. Tandis qu'ici, là, en moins de mettre le stéthoscope vraiment sur l'abdomen du patient, parce que ça, c'est ici, là, juste en dessous du diaphragme, sur l'abdomen, on entend la turbine. Mais sinon, un patient qui est assis dans la salle d'attente, on n'entend pas du tout. C'est très discret. Alors, les patients aiment beaucoup ça, puis il y en a qui se prennent des petits sacs à dos, il y en a qui se prennent des sacoches, et chacun de sa façon pour avoir les batteries. Il faut toujours être branché à des batteries. On recommande toujours 2 batteries. Et puis, l'ordinateur a 30 minutes de vie. Donc, si le patient perd ses batteries, il y a quand même au moins 30 minutes. C'est sûr que faut toujours être branché parce que si la pompe arrête, c'est très dangereux pour le patient. Et puis, d'habitude, les patients meurent. S'ils arrêtent pendant une période de plus que 15 minutes ou 1 heure, jusqu'à 1 heure, peut-être, le patient va vraiment mourir parce que le débit cardiaque, il y a beaucoup de sang qui va se retrouver dans la pompe. Alors, il n'y a vraiment pas de survie sans pompe, sans électricité à la pompe, là, sans avoir d'énergie à la pompe. Alors, si on compare les données avec les nouveaux cœurs mécaniques versus les anciens cœurs, versus le HeartMate XVII, comme je vous ai montré dans l'étude de Rematch, ça c'est la courbe de l'étude Rematch. Je vous ai dit qu'à peu près, là, à 24 mois, il y avait une survie de peut-être 25-28 %. Maintenant, avec les HeartMate 2, on peut avoir une survie une meilleure survie. On est rendu là, vraiment avec des survies de, je veux dire, 75 à 85 % en 2 ans assez facilement. Si vous voyez ici, là, la survie à 6 mois, là, on peut s'attendre à la survie opératoire d'au moins 90 %. Et puis, survie à 6 mois, là, de près 80-85 %. Donc, ça commence à ressembler beaucoup à la survie qu'on voit avec les patients qui ont une transplantation. Et on s'en va de plus en plus dans cette direction-là avec l'expérience. Okay? On voit qu'on peut avoir une très bonne survie qui va commencer vraiment à ressembler à la survie d'un cœur greffé, qui est en moyenne une survie de 50 % à peu près 12-13 ans. Le HeartMate 2, le plus long que le patient a eu, c'est 7 ans. Mais c'est parce que ça ne fait pas plus longtemps que ça existe. Okay? Mais on s'attend à avoir une survie d'à peu près 10 ans avec la même pompe. Alors, c'est une très, très bonne pompe. Quelques petits mots encore pour vous montrer le genre de patients chez qui on met ceci. Il y a les patients, si on regarde les patients classe 2, ce sont des patients, si on regarde les préférences pour la vie selon la symptomologie, il y a les patients classe 2 ne veulent pas échanger de temps. C'est des gens qui ne veulent pas risquer de mourir. Donc, tu ne mettrais jamais un cœur mécanique chez un patient de classe 2 parce que leurs symptômes ne sont pas si sévères qu'ils ne veulent pas prendre de chance d'avoir une chirurgie. Mais les patients classe 4, la majorité là, des patients veulent, rendus en classe 4, sont tellement symptomatiques qu'ils sont prêts à prendre les chances nécessaires d'avoir une assistance cardiaque parce que la qualité de vie devient plus importante que la quantité de vie à ce moment-là. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, les gens sont prêts, oui? C'est quoi le risque de l'opération? Le risque de l'opération, ça va dépendre beaucoup. C'est comme quand on parle d'une greffe cardiaque. Ça va dépendre jusqu'à quel point ton patient est malade quand il s'en va en chirurgie. Okay? Si tu réussis à prendre un patient, si tu regardes le Intermax, c'est sûr que si tu ne peux pas mettre un HeartMate 2 dans l'Intermax classe 1, quelqu'un qui est en choc cardiogénique, qui vient de faire un arrêt cardiaque, parce que il peut mourir, c'est possible qu'il ne se réveille pas. Okay? Donc, tu ne mettras pas un HeartMate 2 qui coûte à peu près 100 000 $ chez un patient qui est en gros choc cardiogénique que tu ne peux pas évaluer. Tu ne peux pas évaluer si c'est un candidat à une greffe cardiaque. Tu ne peux pas évaluer si c'est un candidat qui est capable de tolérer ça d'une façon psychologique ou qui a le support social pour ceci. Tu ne sais pas s'il va se réveiller parce que, mettons, il a fait un arrêt cardiaque ou il est en choc cardiogénique avec une tension artérielle très réduite, puis tu ne sais pas l'effet neurologique, tu ne sais pas si les reins vont récupérer. Si tu ne peux pas mettre un HeartMate 2 dans un patient comme ça, parce que là, tu vas avoir une mortalité de, mettons, 50 %. Okay? Ça, ce sont, pour des patients comme ça, il faut que tu mettes une assistance ventriculaire de très, très courte durée.
OK, d'une semaine, 10 jours. On en a maintenant des percutanés. Puis là, tu vas évaluer ton patient. Mais si ce patient-là, mettons, tu as mis une assistance temporaire,